Alexandre Dubé. Philippe Lorange, bonjour. Bonjour. Radio-Canada nous apprenait que la communauté Mohawk de Kanawake menaçait d'instaurer des péages sur certains axes routiers. Est-ce qu'on verra effectivement des péages, notamment près du pont Mercier? Ben, c'est la question qu'on peut se poser très sérieusement parce que le grand chef de Kanawake, qui se nomme Kobi Diabo, a fait ce genre de menace. Donc, on voyait ça hier, de dire qu'on va mettre un péage sur le pont Mercier, sur d'autres axes, comme tu viens de le nommer. Ce qu'on dénonce ici, c'est les compressions budgétaires du gouvernement fédéral au service aux Autochtones du Canada. Donc, pour 2026, ça irait à 7,5 % de compression. Après ça, l'année prochaine, ce serait 10 %, puis 15 % en 2028. Alors, on considère que ces compressions-là sont injustes et qu'elles ne sont pas... on voit pas ça dans les autres services à la population. Donc, c'est pour ça qu'il parle d'austérité raciale, c'est-à-dire que c'est comme si les compressions visaient d'abord les communautés donc autochtones du Canada. Et donc, c'est la raison pourquoi le chef dit, ben, ce qu'on pourrait faire, c'est un péage, finalement. Ce qu'on sait, c'est que sur le pont Mercier, il y aurait 120 000 passages par jour. Donc, ça pourrait représenter quand même pas mal d'argent. Donc, c'est un peu ce qui se passe pour le moment. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, dans les dernières semaines, j'en ai déjà parlé ici même à Cube, le même chef Kobi Diabo, donc de la communauté Mohawk, disait que le territoire Mohawk pourrait s'agrandir, parce que selon lui, donc c'est-à-dire il y a un droit historique de la nation Mohawk à s'étendre jusqu'à Saint-Constant et même jusqu'à Candiac, donc dans 4 municipalités du Québec qui sont un petit peu plus au sud, un petit peu plus à l'est de Kanawake actuel, au nom de droits historiques, de territoires ancestraux. Mais comme je l'avais déjà expliqué ici, c'était avec Rémi Villemur, c'est juste pas vrai que le territoire ancestral se rend jusqu'à Saint-Constant et Candiac, parce que la vérité historique, c'est que le territoire ancestral des Mohawks, il était dans l'État de New York. Mais ce qui s'est passé au fil de l'histoire, fin du 18e siècle, les Mohawks ont vendu leurs terres ancestrales aux Américains et sont venus se réfugier au Québec. Et ce sont les Jésuites qui avaient donné des terres aux Mohawks, comme la terre de Kanawake actuelle, au Kanesatake. Et donc, les Mohawks sont en fait des réfugiés historiquement. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont illégitimes sur le territoire actuel, mais ils peuvent pas revendiquer comme ça que, bon, Saint-Constant et Candiac, ça leur appartient, puis dire, ben, finalement, tout ce qui est péage, tout ce qui est pont, grandes infrastructures sur notre territoire, finalement, ça nous appartient parce qu'on est là depuis des centaines et voire des milliers d'années. Parce que dans les faits, c'est faux, c'est juste pas vrai. Donc, selon moi, je pense que ce grand chef, donc Kobi Diabo, joue sur une forme de surenchère victimaire pour prendre en otage la population qui ne mérite pas ce genre de choses. C'est-à-dire que, jusqu'à un certain point, on a envie de dire, pour qui se prend-il pour vouloir mettre un péage privé de cette façon, de façon illégale? Il peut pas faire une chose pareille, là, c'est prendre en otage la population, alors que c'est une décision du gouvernement fédéral. À un moment donné, la population va aussi subir des formes de compression, que ce soit le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec, puis personne ne pense mettre un péage ou prendre en otage la population, comme ça. Dans un contexte quand même où, je veux dire, les besoins sont grands sur les territoires autochtones, ça c'est une chose, mais c'est aussi, il y a quand même des sommes considérables du fédéral qui sont allouées à chaque année. Est-ce qu'il y a certaines redditions de comptes, Philippe, aussi? On est en droit de se poser la question. Mais justement, je pense qu'il n'y en a pas de reddition de comptes, parce que justement, on est encore une fois dans la religion de l'inclusion. Donc, c'est comme si, finalement, les Autochtones sont comme un peu des anges sacralisés, donc on peut pas rien dire de mal, puis évidemment, je veux dire, le but, c'est pas de dire du mal, là, mais c'est de dire qu'on peut évidemment se poser des questions à savoir où va l'argent, parce que comment ça se fait qu'il y a encore plein de problèmes très graves, notamment l'accès à l'eau potable, l'itinérance, la drogue, les enlèvements, la disparition de femmes, donc il y a encore tous ces grands problèmes, et pourtant, on l'a vu dans les dernières années, il y a eu énormément d'argent du fédéral qui a été concédé aux nations autochtones, notamment depuis l'élection de Justin Trudeau, mais aussi depuis le jugement de la Cour sur ceux qui ont passé par les pensionnats autochtones. Et malgré tout, la situation semble, ma foi, plutôt semblable d'une année à l'autre. Donc on peut se poser qu'est-ce qui se passe concrètement. Surtout qu'il y a un sujet dont je trouve qu'on parle pas souvent dans les médias, c'est que il y a beaucoup de chefs de bande qui ont beaucoup d'argent, là.
Donc, on voit, on voit qu'il y en a qui ont profité quelque part. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est accaparé beaucoup d'argent qui vient du gouvernement fédéral, qui vient des chèques qui sont venus, qui a concentré cet argent-là. Donc, on voit qu'il y a bien des chefs de bande, je ne dis pas que c'est tous, mais donc, qui ont pris cet argent-là pour avoir une plus grosse maison, avoir une auto de l'année, ce genre de choses. Donc, selon moi, il n'y a pas de reddition de compte. D'autant plus que sur les réserves Mohawk, comme Kanesatake et Kanawake, on sait très bien, tout le monde le sait très bien, que ce sont des endroits où il y a du trafic de drogue, de cigarettes, armes à feu, même du trafic humain. Et là, encore une fois, ben, ce qu'on fait, c'est que les gouvernements font rien parce que c'est devenu des zones de non-droit, ces réserves-là en particulier. Parce que je pense que nos gouvernements ont peur d'une nouvelle crise d'Oka. Et donc, ils ont accepté que ces réserves-là, on fait rien, on laisse les peacekeepers faire le travail, la Sûreté du Québec ou la GRC ne font pas leur travail là-dessus, on laisse l'endroit purement Mohawk, mais c'est devenu des zones de non-droit, où malheureusement, il y a beaucoup de criminalité en ce sens. Donc là, à un moment donné, on a envie de dire à ces gens-là, comptez-vous chanceux que la Sûreté du Québec n'intervienne pas plus que ça, mais après, n'est pas exagéré en plus en mettant un péage illégal ou en voulant annexer Saint-Constant puis Candiac. Hey, Philippe, écoute, qu'est-ce qui se passe à Fierté Montréal? Il y a eu des départs à la tête de l'organisation. Il y a eu cette décision là, d'exclure certains groupes juifs. Et là, ben voilà, rebondissement. On revient sur notre décision. Vous êtes les bienvenus, finalement. Ça commence à être mêlant. Mais je disais ça hier dans le Journal de Montréal. Donc, selon moi, c'est une excellente décision. Ce qui s'est passé à Fierté Montréal, c'est que là, le président du conseil d'administration, Bernard Truong, a démissionné dans les derniers jours. Et le lendemain de sa démission, donc Fierté Montréal faisait une annonce officielle sur leur réseau pour dire qu'il réintègre officiellement les groupes juifs qui avaient été exclus, comme Garava et Sija. Donc, au départ, ces groupes-là avaient été exclus, comme on avait déjà parlé, au nom de propos haineux. Donc, on n'a jamais su c'était quoi ces propos haineux par ailleurs. Évidemment, on comprend qu'il faisait référence à des positions davantage pro-Israël, mais dans les faits, c'est pas nécessairement des groupes qui sont pro-Netanyahou ou pro-intervention militaire à Gaza, par ailleurs. Donc, on comprend pas trop c'était quoi la référence. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'organisation veut rassurer les gens, veut s'assurer que ce genre de situation ne se reproduise plus, veut s'assurer d'être inclusive pour vrai. C'est-à-dire que peu importe que vous soyez de n'importe quelle religion, n'importe quelle origine, il faudrait que vous puissiez être dans ce genre de défilé. Donc, je pense que c'est une excellente décision d'être revenu là-dessus, surtout dans le contexte où il y a quand même une montée de l'antisémitisme au Québec, mais aussi en Europe. C'est quand même vraiment grave ce qui se passe, puis on voit dans les chiffres, on le voit dans différents événements, j'en ai déjà parlé ici, que ce soit des fusillades sur des écoles, des cocktails Molotov, le salut nazi, donc dans un défilé à Montréal. Donc, c'est vraiment sérieux ce qui se passe. Donc, faut en parler. Puis, je pense que c'est une excellente chose qui s'est passée parce que là, justement, il y a une montée de l'antisémitisme. Et là, Fierté Montréal a eu l'intelligence quand même de revenir sur sa décision. Donc, moi, je salue cette décision-là parce que ça arrive pas souvent quand même qu'une organisation revient sur le sujet. Donc, je pense que c'est une excellente chose. Et ici, justement, je disais, hier, je trouvais que l'article de la presse sur le sujet, le titre était tendancieux parce qu'on disait des groupes pro-Israël sont réintégrés au défilé. Mais c'est même pas pro-Israël. C'est pas des gens qui sont pro-Netanyahou, qui sont nécessairement pro-intervention militaire. C'est juste, par exemple, le CIJA, par exemple, ils sont attachés au pays Israël. Mais dans ce pays-là, il y a plein de gens qui contestent. Il y a plein de citoyens qui vont dans la rue pour prôner un cessez-le-feu. Donc, c'est une société très démocratique où il y a plein de gens qui contestent. Là. Donc, même si vous êtes fier d'appartenance israélienne, vous n'êtes pas nécessairement pour l'intervention militaire. Et qu'est-ce qui avait causé ça? Est-ce que c'est la sortie de Safia Nolin? Qu'est-ce qui avait précipité cette décision-là? Parce que et Sophie Durocher le souligne d'ailleurs dans le journal. C'est assez ironique là, qu'un groupe qui prône l'inclusion sociale prenne une telle décision initialement. Là. C'est correct de revenir sur la décision, mais quand la sortie initiale est survenue, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui étaient avec des questions, qui ont sourcillé. Là. Mais je pense qu'on vit dans une époque orwellienne. Hein? Donc, on se rappelle dans le roman 1984 de George Orwell, tous les mots signifient le contraire de ce qu'ils disent être. Donc, le ministère de l'amour, finalement, c'est le ministère de la propagande haineuse. La vérité, c'est le mensonge. Donc, on est un peu on vit dans cette époque orwellienne, c'est-à-dire que l'inclusion, c'est l'exclusion.
Et en fait, on peut pas savoir ce qui s'est passé officiellement dans les coulisses. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au départ, c'est Safia Nolin, donc la chanteuse et metteuse en scène, qui, qui avait dit que, selon elle, elle voulait pas jouer donc au spectacle de la fierté parce qu'elle disait qu'il y avait des groupes haineux. Et donc, elle faisait référence aux groupes juifs comme Gava et le Sija. Mais donc, tu sais, Safia Nolin, c'est quand même, en tout respect, c'est pas quelqu'un qui a brillé par son intelligence par le passé, là. Donc, à un moment donné, il faut que le conseil d'administration, Fierté Montréal, puis les organisations de ce genre prennent des décisions un petit peu indépendamment de ce genre d'artiste polémique qui dit un peu tout ce qu'il pense à voix haute. Donc, à un moment donné, tu sais, justement, il faut réfléchir un peu plus que ce que veut dire un artiste un peu polémique, là. On a parlé dans le passé, toi et moi, de l'enjeu de l'itinérance, le manque de services également, et des situations problématiques que ça crée en termes de cohabitation parfois. Est-ce que la Grande Bibliothèque de Montréal doit réellement être un refuge pour sans-abri? Mais là, hier, justement, on en parlait, donc, de la manière dont on parle de l'itinérance dans le Devoir. Puis c'est un autre article dans le Devoir qui est un peu dans une série d'articles. Donc, c'est de Jessica Nadeau, Annabelle Moreau et Marianne Laporte. Et là, donc, on revient notamment sur l'approche plus empathique, proche, donc, des itinérants pour davantage les aider. Donc, une approche qui, selon moi, a du bon, par ailleurs, là. Puis qui a parfois aussi ses véritables succès. Mais donc, dans l'article en question, on nous dit, ben, justement, la Grande Bibliothèque de Montréal, ce qui s'est passé, c'est que dans les dernières années, on a engagé, par exemple, des intervenants sociaux. Parce que ce qui se passe à la Grande Bibliothèque, c'est quand même on est dans un quartier où il y a quand même beaucoup de sans-abri. On est très proche en fait, on est juste en face du parc Émilie-Gamelin. Ouais. On est en face de la station Berry-UQAM. On est très proche du village. Donc, évidemment, on le voit, c'est un problème. C'est un endroit où c'est très chaud, là. C'est un endroit où il y a beaucoup de sans-abri, beaucoup de toxicomanie. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de sans-abri, de gens sous l'emprise de drogue qui se retrouvent à la Grande Bibliothèque. Moi qui passe quand même beaucoup de temps à la Grande Bibliothèque pour faire mes études, pour rédiger ma thèse, je peux vous dire qu'il y a souvent des ambulances, souvent des policiers Ah oui, hein? qui arrivent là. Il y a souvent des surdoses. J'ai même un ami qui a déjà été agent de sécurité là-bas, puis il y avait constamment des interventions là-bas. Et donc, ce dont on nous parle dans l'article comme tel, c'est que là, bon, on nous donne un exemple, par exemple, un itinérant, donc, qui s'en va dans l'espace jeune. Donc, l'espace jeune, c'est plus comme ça l'indique pour les enfants, c'est au sous-sol. Et donc là, il y aurait un itinérant qui serait allé s'étendre sur des coussins dans l'espace jeune. Et donc, l'intervention qui était privilégiée, c'est qu'un intervenant social arrive pour parler à l'itinérant, puis lui expliquer qu'il dérange, c'est pas la place pour ça, puis qu'il l'a invité dans son bureau pour discuter, pour tenter de l'aider. Et donc, c'est un peu la même chose aussi. On donne des casiers aux sans-abri. Donc, un peu au fond de la Grande Bibliothèque, il y a des casiers qui sont maintenant réservés aux sans-abri. Puis les toilettes sont comme un peu leur place pour eux, sans surveillance. Mais donc, ça peut avoir du bon. Moi, je dis pas l'inverse, soit dit en passant. Mais le problème que je vois ici, c'est que la Grande Bibliothèque de Montréal, c'est quand même pas n'importe quoi. Je veux dire, c'est quand même la bibliothèque nationale des Québécois. Et là, ce qu'on constate, c'est que jour après jour, tu sais, je peux vraiment te le dire en tant que personne qui est là souvent, là, jour après jour, il y a constamment des crises, il y a constamment des invectives à l'endroit du personnel de la bibliothèque. Et les agents de sécurité, la vérité, c'est qu'ils ne sont pas formés pour ces situations-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a constamment de la police qui doit débarquer, des ambulances qui doivent débarquer parce qu'il y a des surdoses. Donc, à un moment donné, la Bibliothèque de Montréal, c'est pas un refuge. Ce n'est pas, selon moi, c'est pas la place pour ça. Puis, tu sais, t'en parlais hier, tu disais Montréal, c'est devenu un asile à ciel ouvert. Mais justement, la bibliothèque, c'est devenu comme un refuge sans le dire ouvertement, sans le dire officiellement. À un moment donné, c'est la Bibliothèque nationale des Québécois. Non, mais Est-ce ça qu'on peut pas verrait être la même ça. chose en... Ouais. Ben non. Tu allais dire quoi? On peut pas voir la même chose? J'allais dire, en France, Ouais. là où le livre et l'intellect est important, est-ce qu'on verrait la Bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris devenir un refuge pour sans-abri? Bien sûr que non. Au Ben, ton contraire, c'est un questionnement, endroit extrêmement important pour la culture. ton questionnement est pertinent. Est-ce que c'est la bonne solution dans le contexte? Ben non, c'est sûr que la grande bibliothèque ne doit pas être un refuge pour sans-abri, tout comme le métro ne doit pas être un refuge pour sans-abri. Le métro doit servir à sa vocation première, c'est-à-dire permettre aux Montréalais de pouvoir se déplacer, d'avoir du transport collectif actif, de se sentir en sécurité dans un environnement propre. Le problème, c'est que si les personnes en situation d'itinérance se retrouvent dans des lieux comme ça, ben c'est parce qu'il manque de ressources. Alors, écoutons les organismes communautaires qui s'époumonnent à chaque fois
et qui montre du doigt, pas qui montre du doigt, mais qui souligne à grands traits les solutions aux politiques. Puis après ça, ben, les politiciens regardent ça, puis ben oui, on est donc désolé de ce qui se passe. C'est donc terrible. Le camping Notre-Dame, que c'est triste. Ben oui, mais agissez. Agissez. Les solutions, là, elles vous sont mises là, en évidence par les groupes communautaires. Donnez-leur les moyens de leurs ambitions. Tu sais, il y a des gens là qui vraiment, puis c'est des gens extrêmement charitables, d'une bonté incroyable, qui, à tous les jours, se lèvent pour aller aider les personnes en situation d'itinérance, leur offrir de la dignité, leur offrir un minimum de services. Alors, c'est pas à la grande bibliothèque, c'est pas au métro de Montréal à se transformer pour devenir au refuge. Au contraire, c'est nous, à la société, de prendre nos responsabilités puis de dire, ben là, il faut des infrastructures dignes et réelles pour accueillir cette clientèle-là qui est en forte augmentation, là, quand on regarde là, les chiffres ou même autour de nous. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur, là, Philippe. Tu as tout à fait raison. Puis d'ailleurs, il faut s'attaquer à la source aussi également. Tu sais, l'explosion des loyers, c'est pas du tout... c'est-à-dire, c'est vraiment en lien avec ce qui se passe. C'est également la crise des drogues. Donc, c'est vraiment un problème qui a plusieurs facteurs. Puis, je pense qu'il y a quand même des investissements qui sont faits. Je pense pas que les gouvernements font absolument rien. Non, après, c'est sûr qu'il va toujours manquer d'argent. Puis, évidemment, c'est pas facile. Tu sais, j'en connais des gens qui travaillent auprès des itinérants. C'est vraiment, ça use des nerfs. Moi, je leur lève mon chapeau. Il y a beaucoup de crises. Puis il y en a des gens, malheureusement, qui viennent, parfois, ils viennent de l'adoption, ils viennent de la DPJ, fait qu'ils n'ont pas reçu la même éducation que des gens qui ont grandi dans des bonnes familles. Donc, des fois, il y en a qui savent pas faire le ménage, qui savent rien faire, malheureusement. Donc, parfois, on part de rien. Hein. Donc, on part de rien, puis là, ben, la grande bibliothèque, puis ce genre, comme tu dis, le métro, c'est pas des gens qui travaillent là, qui sont habilités à traiter ce genre de situation. Donc, je pense pas que c'est la bonne solution de traiter ce genre d'environnement-là comme des nouveaux refuges, comme si toute la ville doit devenir un refuge en soi. C'est pas la bonne solution, je pense. Philippe Lorange, merci beaucoup pour cette discussion. Merci.